Ça va pour vous? Vous êtes... Compliqué à Voilà, là, ouais. Ça va pour vous? Vous n'avez pas l'impression d'être dans un bateau, vous n'allez pas avoir tourné. Je crois qu'on ne peut pas grand-chose de plus. Je sais pas pourquoi. Oh. Bien. Voilà, merci mesdames d'avoir saboté le rétroprojecteur. Je vais le mettre devant, comme ça, pour me laisser le temps d'arriver. Bon, c'est bien, il y a un petit côté Star Wars, là. Ça fait... Bon, je pense qu'on n'aura pas mieux. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir ce soir pour la restitution des travaux menés par Anna Fougali et Aline Javier sur leadership et plafond de verre. Alors moi, je vais voilà, vous présenter en quelques mots le laboratoire de l'égalité pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas encore. Nous sommes donc une association qui fête cette année ses 15 ans. Donc 15 ans d'investissement et de combat pour l'égalité femmes-hommes au travail, dans toutes ces acceptions. Donc notre but a toujours été de poser sur la table des sujets qui n'étaient pas forcément pris en considération, d'essayer d'être toujours un petit peu en avance de phase. On a beaucoup travaillé par exemple sur l'IA il y a déjà de nombreuses années, même si on continue à le faire. On travaille comme ça sur des sujets qui nous paraissent sous-traités, par exemple la santé des femmes. Donc là maintenant on en parle beaucoup, mais au moment où on a commencé à travailler dessus, c'est pas forcément quelque chose qui était en haut des piles de dossiers. C'est pour ça que on a souhaité aussi aller explorer ce qui se passait au-dessus du plafond de verre. Une fois qu'on avait pulvérisé le plafond de verre avec un peu de mal, ou avec grand mal, qu'est-ce qui se passait vraiment? Et donc, je vais laisser mes camarades exposer le retour de leurs travaux et expliquer, je pense, la démarche que vous avez adoptée pour pouvoir justement explorer cet important sujet. Donc, merci encore de votre présence et je laisse tout de suite la parole aux principales intéressées. Aline, je te rends le micro. Et simplement, avant de te laisser la parole, peut-être Anna, dire que nous sommes en live en même temps et que nous remercions aussi les personnes qui nous suivent. Et encore désolée pour ce petit cafouillage de démarrage. Voilà, là, ça y est, on y est. Mais c'est les joies de la société. C'est les joies, voilà, c'est ça. Anna, si tu veux bien. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver ce soir. Et effectivement, elle a anticipé, donc Aline, mais ce soir, nous allons vous présenter donc, la restitution d'une enquête qu'on a effectuée sur le leadership et plafond de verre et sur la question de la persistance des inégalités à tous les niveaux hiérarchiques, on va dire. L'objectif sera donc de partager avec vous les principaux enseignements de ce travail qu'on a mené, mais aussi de vous présenter les leviers d'action qui ont été proposés directement par les femmes que nous sommes allées interroger. Nous avons souhaité être vraiment les porte-parole, en quelque sorte, de ces femmes que nous avons écoutées. Et surtout, je pense que mes camarades sont d'accord avec moi, nous allons faire en sorte que ce soir, cela puisse être le mieux représenté, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de responsabilité qu'on vous montre ce soir notre travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de commencer par quelques remerciements. Donc, tout d'abord, Aline Crépin, que vous avez écouté, mais aussi Muriel Garnier, donc le bureau du laboratoire, qui m'a aussi fait confiance et qui m'a demandé de piloter ce groupe de travail. Je remercie également les partenaires financiers, donc la DGCS et aussi le cabinet de Medicilo, qui nous ont permis finalement de financer une partie de nos déplacements.
Et je tiens à rappeler qu'il s'agit aujourd'hui d'un travail qu'on présente qui a eu lieu pendant 2 ans. Et dans l'équipe, il y a plusieurs personnes que je revois ce soir et je suis ravie qu'elles soient ici. C'est aussi grâce à elles qu'on peut vous présenter tout ce travail. Donc, c'est vraiment le fruit d'un véritable travail d'équipe. Et un grand merci, notamment à l'équipe opérationnelle actuelle. Donc, il y a Aline Jaillet, ma copilote, qui va aussi vous présenter nos résultats ce soir. Audrey Richaud, que vous avez probablement vu et qui sera aussi ici, et c'est notre coordinatrice du laboratoire de l'égalité. Et Salomé Béquarn, qui est notre service civique, mais aussi coordinatrice du groupe de travail Leadership et Plafond de verre. Plus largement, pendant les 2 années, il y a eu Pascal Braque, Mathilde Dolland, Sigal, Levi, Salomé Touet, Marina Mung, Cyrine Khadri et Camille Le Priol, que voilà, je vois ce soir, donc je tiens vraiment à remercier. Si j'ai accepté ce projet, lorsqu'on en a parlé, et je m'en rappelle très bien parce que j'étais avec Mathilde juste là, il y avait le divan de l'autre côté, et on discutait en fait sur comment on pouvait effectivement s'inspirer en quelque sorte du travail de recherche que j'étais en train d'effectuer, donc pour ma thèse doctorale, et le mettre avec une vision plutôt associative. Donc, c'était bien évidemment différent, ce n'était pas un cadre académique. Et il faut savoir que donc pour mon travail de recherche, effectivement, je me suis intéressée, et elle avait un tout petit peu anticipé tout à l'heure. Ah, pardon. C'était là. Et donc, effectivement, tout à l'heure, Aline, elle était en train de le présenter, mais j'ai travaillé sur la question du plafond de verre, mais surtout sur ce qui se passe au-delà du plafond de verre. Donc, j'ai essayé vraiment de m'intéresser au vécu quotidien des femmes cadres supérieures et dirigeantes pour savoir est-ce que lorsqu'on déplace le plafond de verre hiérarchique, est-ce qu'on atteint une véritable égalité? Et surtout, est-ce qu'on arrête finalement de vivre du sexisme ordinaire, etc. Alors, pour celles peut-être qui se posent la question sur le plafond de verre, donc c'est la métaphore qui indique un mur invisible qui représente des obstacles qui ne vont pas permettre aux femmes d'accéder à des postes importants d'un point de vue hiérarchique. Ce que j'ai conceptualisé dans ma thèse doctorale, c'est que on est face aujourd'hui encore à un plafond de verre symbolique qui va persister même lorsqu'on arrive à avoir des postes importants d'un point de vue hiérarchique. Et donc, lorsqu'on en a discuté pour le projet, pour le laboratoire, on s'est dit, qui de mieux pour nous dire ce qui se passe aujourd'hui, si ce n'est pas les femmes qui vivent finalement ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on a essayé de comprendre, et surtout, on voulait aussi, on avait un peu cette volonté de savoir s'il y avait des solutions qui pouvaient être apportées à certaines situations. Merci. Donc, je disais tout à l'heure, on a travaillé sur le projet et puis on voulait obtenir des données qualitatives au départ et on s'est déplacé. Donc, on a fait des ateliers qui nous ont permis de discuter à chaque fois avec des femmes qui nous ont raconté leur vécu, parfois aussi des expériences assez intimes et on les remercie beaucoup pour ça. On s'est aussi déplacé à Montpellier et là-bas, on a eu par ailleurs le soutien notamment de Stéphanie Portier et Emmanuel Boyer. Et on a eu aussi les représentantes du territoire et le métropole de Montpellier. Ça nous a permis de discuter avec des femmes en sachant que le souhait était de continuer avec la question que j'avais traitée dans ma thèse doctorale, mais déjà de l'élargir à un secteur privé et public, mais aussi d'avoir un regard suprarégional. Ensuite, on est allé à Lyon et là, on a été accueillis par Laurence Doumba qui nous a permis d'effectuer l'atelier à Lyon dans les locaux de l'APEC. Et là aussi, c'était une autre expérience où on a été confronté à des vécus différents, mais en même temps, il y avait aussi des correspondances parfois ou des similitudes dans le vécu des femmes, peu importe le secteur finalement dans lequel elles travaillaient. Une fois qu'on a effectué ça, il faut savoir qu'il y a eu à peu près 80 femmes qui avaient répondu présentes au total. Mais on s'est dit, on ne peut pas se déplacer dans toutes les villes, on aurait voulu, on ne pouvait pas faire ça. Mais on a voulu quand même continuer avec une enquête quantitative cette fois-ci au niveau national. Et je laisse Salomé la présenter. Elle va te donner. Merci. Voilà. Ça marche. Si, non. Si, c'est bon.
Oui, ok, parfait. Donc, afin de compléter le travail qualitatif, comme l'a dit Anna, nous avons également diffusé sur les réseaux sociaux un questionnaire qui comportait 10 questions fermées et 2 questions ouvertes et qui a recueilli 630 réponses en un mois. L'objectif de ce questionnaire était de mieux comprendre les expériences vécues par les femmes cadres et dirigeantes provenant de la France entière concernant les obstacles qu'elles peuvent rencontrer dans leur parcours professionnel. Alors, donc, avant de passer la parole à Aline, je voulais vous redire le fait qu'on a vraiment essayé d'être porte-parole de ces femmes et de leur donner une voix finalement à leur vécu et à leur expérience. Et c'est ce qu'on va essayer aussi de faire ce soir, parce qu'on vous donnera par la suite la parole et on aimerait bien que ça puisse être aussi dans une continuité pour notre réflexion. Et je voulais aussi rajouter que j'ai eu la chance d'avoir comme copilote quelqu'un qui en a fait son métier de la voix. Et c'est Aline. Et donc, je te passe la parole, Aline, pour continuer. Alors, je sais pas, vous m'entendez là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 niveaux sonores. Si, ça va. Ok, merci, non, ça va. Merci Anna. Oui, j'insiste vraiment sur le fait que ça a été un travail d'équipe et que les résultats que nous allons vous présenter aujourd'hui sont à la fois les témoignages vivants des femmes qui nous ont confié leurs expériences et en même temps le résultat vraiment d'un travail de plusieurs mois avec un certain nombre de personnes qui ont été géniales et essentiel pour ce travail. Alors, voilà, pour simplement résumer, c'est vrai que nous nous sommes intéressés à toutes les formes que pouvait prendre le sexisme dans le monde du travail et pour ces femmes cadres dirigeantes. Et on s'est intéressé à leur vécu professionnel au-delà de la seule question de leur accession à des postes de responsabilité. Ce n'était pas seulement cette question-là, mais c'était quel vécu de quel vécu elle pouvait témoigner, elle. Donc, comme sur ce slide, vous pouvez voir, nous avons quand même euh, ben, eu pas mal de témoignages, 128 témoignages au total, et qui nous ont permis d'accéder à une richesse et à une subtilité, je dirais, de vécu auquel on ne peut pas forcément accéder lorsqu'on a juste des analyses, vous voyez, globales. 13 000 occurrences lexicales liées au sexisme qui ont été tirées du travail avec le logiciel TXM. Merci beaucoup, Marina. Qui nous ont permis de comprendre à la fois la centralité de ce thème-là au niveau de tous les témoignages, et puis d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de ne pas limiter l'analyse du sexisme au seul plafond de verre, mais aussi à comprendre toutes les ramifications que ce sexisme pouvait avoir, qui pouvaient être profondes, diffuses, un petit peu, enfin, et systémiques, c'est certain, dans le quotidien professionnel des femmes. Alors, si tu veux bien, grâce au travail de Marina, nous pouvons vous présenter ici, j'aime beaucoup en fait ce nuage de mots, parce que ça permet, vous voyez, les mots ne sont pas neutres. Les mots qui sont utilisés ne sont pas neutres. Et l'étude quantitative et des fréquences des mots voilà, dans les témoignages qui nous ont été faits, nous ont raconté finalement une histoire collective qui est faite d'obligations implicites, de sous-entendus, d'inégalités bien sûr, et puis de confrontations directes ou indirectes, et dans tous les cas de rapports de pouvoir. Alors, ce travail sur le lexique, sur le champ lexical, nous a permis de définir 2 grandes familles, on va dire, de témoignages, ou en tout cas de faire émerger 2 thématiques. La première qu'on a appelée la centralité du genre, c'est-à-dire, vous voyez, le grand elle et le grand femme qui est apparu. Alors, bien sûr, vous allez dire, ce sont des témoignages de femmes, donc c'est un petit peu normal, oui. Mais on voit que ces témoignages, avec 103 occurrences du mot femme dans le champ lexical, l'intègrent dans le champ lexical aussi du sexisme, et désignent directement la femme comme objet direct du traitement inégalitaire.
Alors, on va voir ça petit à petit hein, au niveau des témoignages. Dans tous les cas, ça désigne le mot elle et le mot femme comme désigne les personnes qui sont vulnérables et souvent victimes d'infériorisation ou de discrimination. Et puis, l'autre thématique importante, c'est le rapport de pouvoir et d'autorité que nous ont montré ces témoignages, notamment le verbe falloir. Il faut, avec beaucoup de références à des injonctions sociales implicites, et souvent subies. Et puis les mots qui étaient comme des mots qui insistaient vraiment très, même parce que, donc, alors, et tous ces mots qui étaient très fréquents dans les témoignages montraient que ces femmes ne se contentent pas d'exposer des faits, mais de manifester une charge émotionnelle forte. Là, on ne peut pas exprimer non plus ce qui se manifeste à travers les voix, mais il y a une charge émotionnelle forte qui montre aussi que tous ces mots parlent et révèlent un vécu systémique dont voilà, nous allons vous parler. Alors, première grande thématique que nous avons trouvée dans ces témoignages, c'est ce qu'on a appelé le poids culturel des biais et la difficulté d'empowerment. Les témoignages soulignent cet ancrage profond des biais de genre et des normes culturelles qui façonnent les attentes à l'égard des femmes. Et là, je vais vous citer juste quelques-unes voilà, quelques-unes des thématiques qui traversent ces témoignages. Par exemple, la nécessité d'adopter des comportements masculins et qui nous montre que dans ces organisations professionnelles, en fait, les femmes témoignent d'un modèle de leadership très endocentré. Un autre exemple, le syndrome de l'imposteur. Et ces femmes témoignent du fait qu'il est quand même plus majoritairement rencontré chez les femmes. La notion d'empowerment par procuration montre que met en lumière le côté parfois un peu superficiel de certaines initiatives qui ne confèrent pas le pouvoir, mais qui en donnent presque, vous voyez, qui en donnent l'illusion sans le conférer pour de vrai. Euh, L'absence de véritable sororité est nommée et vraiment pointée par les femmes et c'est nommé comme un défi vraiment important dans ce système. Et puis enfin, la guerre des talents qui paradoxalement peut conduire à maintenir des harceleurs ou des personnes qui ne se comportent pas bien en poste parce que dans la hiérarchie des valeurs, c'est plus important de conserver quelqu'un qui a une compétence technique par rapport au respect et à la sécurité des employés. Alors, nous avons choisi de vous présenter des témoignages, mais parmi vraiment les centaines de témoignages que nous avons recueillis. On m'a pris pour l'assistante. On m'a dit, vous faites le café et tout. J'ai dit, bah non, c'est moi qui vais diriger la réunion, en fait. Je travaille en région, voilà, on arrive, monsieur le maire ne me calcule pas. J'étais la potiche d'à côté. Et je me suis sentie complètement objectifiée. Quand on est une femme, il faut prouver 2 fois plus de quoi on est capable sur un poste à responsabilité égale. Voilà, et ça, ce sont vraiment, on a choisi, vous voyez, 3 témoignages parmi une quantité assez importante. Alors, voilà, je vais redonner la parole à Salomé parce que nous avons tiré, comme vous avons dit tout à l'heure, de notre questionnaire des données quantitatives qui ont pu compléter les données qualitatives de terrain. Donc effectivement, à travers le questionnaire, nous avons d'abord souhaité savoir si les participantes avaient déjà été prises à tort pour une fonction inférieure à la leur en raison de leur genre. Et effectivement, près de 60% d'entre elles, soit 375 femmes, ont répondu oui, ce qui illustre bien à quel point les stéréotypes de genre persistent, même à des postes à responsabilité. Ensuite, certains des témoignages partagés dans nos questions ouvertes du questionnaire illustrent parfaitement ce problème persistant. Par exemple, une des participantes a confié qu'une collègue lui avait rapporté que son adjoint lui aurait dit « Tu ne m'ôteras pas de l'esprit que si tu en es là, c'est parce que tu es une femme et que tu t'appelles Fatima ». Une autre participante dit qu'au début,
de sa carrière de consultante, elle avait le droit régulièrement à des mademoiselles et seul son manager était écouté alors qu'elle avait réalisé toute la production. Je vous dis, merci Salomé. Une autre thématique à côté des difficultés d'empowerment est cette thématique que nous avons nommée environnement inadapté. À travers l'inadaptation des lieux et des équipements de travail, on s'aperçoit d'une invisibilisation des besoins féminins, des besoins spécifiques aux femmes et un rappel concret donc de leur invisibilisation dans la structure. Alors, des chaussures inadaptées aux toilettes et aux lavabos ou aux poubelles inadaptées aussi. En fait, tous ces petits détails que les femmes, elles remarquent, parce que c'est important pour elles, ces détails comme logistique, en fait, hein, vont souligner un manque de considération du corps féminin dans ses fonctions nécessaires au quotidien. Et ces inadaptations montrent bien que l'environnement professionnel n'a pas été conçu pour les femmes et que les femmes donc doivent s'y adapter, les plaçant souvent dans des situations inconfortables ou parfois dégradantes. Alors là aussi, des témoignages. Vous voyez, des chaussures, elles étaient beaucoup trop larges, beaucoup trop grandes. La tenue n'était pas du tout pratique pour des femmes. Alors ça, je l'aime bien celui-là. Une femme qui nous dit qu'elle était obligée d'aller régulièrement occuper les toilettes de son chef. Et puis qu'elle était très attentive à pas faire de bruit. Et elle dit, voilà, c'était mon quotidien. Et alors le dernier, je vais vous le lire en entier. Un lavabo dans les toilettes des femmes, je pense que les mecs ne voient pas à quoi ça peut nous servir. Ils ne percutent pas. Un jour, j'ai emmené dans les toilettes mon conjoint, qui est aussi un chef d'entreprise, et je lui ai dit, tu te rends compte que les toilettes des femmes, ça doit pas être comme ça? Le toilette est là, quand tu fermes la porte, tu es là, donc tu visualises bien, pas de problème pour le monsieur qui est debout, mais pour la nana, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est très concret, vous voyez? Et c'est ça qui nous a plu, c'est d'arriver dans le vécu hyper concret de ces femmes qu'elles avaient à assumer en fait tous les jours. Si tu veux bien. Oups. Voilà. Alors, nous arrivons dans le gros chapitre du corps que nous avons, enfin voilà, nous avons vraiment repéré que le corps des femmes, sur plein d'aspects, pouvait vraiment poser un problème dans ces organisations. Alors, c'est ce que nous avons appelé déjà le corps sous surveillance avec le poids de l'apparence et la charge mentale qui suit. On s'aperçoit dans ces témoignages que le thème central est celui de la surveillance constante du corps des femmes. L'habillement, la posture, la coiffure, le simple fait même d'exister corporellement, physiquement dans un milieu professionnel fait l'objet d'une évaluation constante. Alors, je vous donne quelques exemples. Des remarques style bobo, cheveux pas coiffés, peuvent en fait avoir une incidence même sur le regard qu'on a sur les femmes et sur leurs compétences. Le choix de la tenue devient pour les femmes, comme ce choix-là est systématiquement interprété et qu'il fait l'objet de remarques, c'est toujours perçu par les femmes comme trop ou pas assez. Elles n'arrivent jamais en fait à se situer. Ce qui veut dire qu'elles développent une vigilance constante par rapport à leur apparence qui rajoute à leur charge mentale et qui rajoute à leur charge mentale pour éviter les jugements. Vous voyez, les jugements, les remarques, etc. Le paradoxe qui est frappant, qui nous a frappé, c'est que l'habillement devient, loin d'être un choix personnel, devient une stratégie, en fait, pour ces femmes, qui va leur permettre de naviguer dans un environnement où elles vont être constamment jugées. Et puis la dernière chose, eh bien, elles remarquent très souvent que ces jugements sont, bien sûr, enfin, j'allais dire bien sûr, je suis désolée de dire ça, mais souvent s'exercent à travers le regard masculin, mais pas seulement. De façon aussi significative, c'est le fait d'autres femmes qui créent comme un cercle vicieux entre conformité, obligation à la conformité et jugement. Alors là aussi, quelques témoignages. Vous voyez, des élus me faisaient des réflexions. Oh là là, voilà une bonne femme. C'est très gênant dans des contextes professionnels, bien sûr. T'es jolie aujourd'hui, ça te va bien. Bon, bah, ça fait réfléchir chaque matin à comment s'habiller.
Il y a le regard des hommes, la pression des femmes, qui pour moi est la même. Au début de ma carrière, il fallait être féminine, mais pas trop. Là, il faut être ultra féminine. Et c'est introduit aussi par les femmes. Alors, je te laisse la parole, Salomé. Donc maintenant, selon notre questionnaire, la majorité des participantes, soit au total 68,4%, disent avoir déjà reçu des remarques sur leur apparence, sur leur tenue ou sur leur maquillage au travail. C'est un indicateur fort de la surveillance constante du corps des femmes dans leur lieu de travail. Notamment, on a eu quelques témoignages. L'une des participantes a même indiqué que lorsqu'elle avait entre 20 et 30 ans, elle devait se vieillir pour avoir l'air sérieux et qu'on lui a refusé un poste de gestionnaire en lui disant avec la tête que vous avez, les syndicats vont vous manger toute crue. Alors, on continue sur la question du corps. Vous voyez, on a essayé de regrouper les témoignages, parce on en avait vraiment beaucoup, autour de grandes thématiques. Et cette deuxième thématique par rapport au corps, c'est ce qu'on a appelé l'invasion des frontières corporelles. Parce que, en fait, sous prétexte de sociabilité, mais de signes et de formes de sociabilité presque imposées, comme par exemple la bise, certains attouchements, certains gestes, certains rapprochements qui peuvent aller jusqu'à des propositions inappropriées, eh bien, c'est les manifestations de l'invasion de l'espace corporel et de l'intimité. Ces gestes sont souvent minimisés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vécus par les femmes comme des violences ou des agressions. C'est en quelque sorte des transgressions des règles qui devraient être imposées dans le milieu professionnel et qui génèrent un grand malaise chez nombre de femmes. Alors on parle de zones grises concernant ce qu'on appelle la drague ou certains comportements déplacés. Eh bien, en réalité, pour beaucoup de femmes, mais vraiment beaucoup, c'est une réalité quotidienne dans laquelle le corps le corps des femmes est considéré comme accessible ou comme presque invitant, vous voyez. Et parfois, sur certains témoignages, il y a le sentiment explicite d'être maté, d'être regardé, d'être confronté à des propositions même clairement sexuelles. Et c'est une vraie expérience traumatisante qui démontre le manque de respect des limites corporelles. Alors, on remarque aussi, et vous allez le voir dans les témoignages, que des femmes nous disent qu'elles se sentent incapables d'agir parce que tout simplement, elles ont bien conscience du risque qu'elles encourent à des représailles, par exemple, comme la perte d'un emploi ou une réputation de femme à problème. Alors, vous voyez, bah, on va pas tout lire, mais là, par exemple, cette femme qui rentre dans le bureau de son DG elle voit le geste de la tête. Enfin, le truc, tu peux pas le rater, quoi. Ouais, ça, c'est maté. Et en fait, comment on réagit à ça? Et moi, je trouve que cette phrase, elle est tellement explicite. Comment on réagit à ça? Premier poste de direction, on m'avait dit que j'avais couché avec le DG, voilà, et c'était pour ça que j'avais obtenu ma poste. Ça a été extrêmement déstabilisant. J'étais choquée, bien sûr. Ma première réaction a été d'abandonner le poste. Ça a des conséquences très fortes. Le patron qui me met les mains sur les épaules, et puis les mains devant les yeux, devine qui c'est. Et puis une femme qui n'était pas d'origine française et qui nous a confié que l'obligation presque, vous voyez, c'est comme un signe de sociabilité obligatoire en entreprise de faire la bise. Eh bien, pour elle, c'était une intrusion qu'elle vivait de façon, bah, c'était une forme de violence imposée, cette bise avec les hommes comme avec les femmes. Alors, on va plus loin, évidemment, on monte un grade, violence sexiste et sexuelle, qui est un coût caché et durable. Ce ne sont pas, nous en sommes aperçus, que des actes isolés, mais des manifestations d'un système qui tolère, voire banalise le harcèlement et les agressions. Alors, il y a un coût financier et psychologique important à ces expériences-là.
parce que ça se traduit bien sûr par des thérapies, des réorganisations, parfois des départs, un impact profond sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et puis souvent, les femmes nous font état de leur difficulté à prouver les faits. La peur de représailles, comme on disait tout à l'heure, une inaction des entreprises par rapport à des signaux d'alerte. Et ça crée un environnement où les victimes se disent souvent isolées et vulnérables. Et enfin, vous allez voir, on va passer un petit temps sur la maternité parce que c'est un sujet très important. On remarque, enfin, de nombreuses remarques sont faites à l'occasion de la grossesse qui met en évidence les violences symboliques et psychologiques et qui accompagnent aussi les VSS. Alors ça, vous voyez, dans les réactions au questionnaire, il y avait des listes parfois, propos sexistes en cours d'entretien annuel, connivence entre les hommes, être la seule femme en réunion. On m'a aussi agressée sur mon lieu de travail. J'ai dû retourner quelque temps après au travail en présence de la personne. Euh, une remarque, tu aurais pu dire merci salope, quoi, juste à la machine à café. Et cette remarque par rapport à la peur des représailles, j'allais perdre mon boulot si je réagissais à des remarques sexistes ou si je réagissais à un évincement complètement injustifié professionnellement. Alors voilà, maintenant nous allons passer à ce sujet qui fait partie aussi du corps des femmes, auquel nous avons décidé de consacrer vraiment un certain temps, la maternité, parce que c'est revenu beaucoup dans les témoignages. Je t'en prie, Anna. Merci. Alors effectivement, pendant la période de grossesse, c'est un peu compliqué de le cacher. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez surprise, mais pas tellement. Sur mon terrain de recherche, j'avais eu pas mal de commentaires et de vécus de personnes qui me disaient, moi, je l'ai caché le plus possible. En fait, les femmes ont vraiment peur de communiquer leur grossesse parce qu'il y a un sentiment de trahir le responsable et c'est vraiment la manière dont c'est accueilli parfois qui fait peur. Donc, dans les entretiens qu'on avait effectués, donc dans les données qualitatives, on avait déjà 28 témoignages qui étaient liés à la maternité. Il y en a 5 au sentiment de culpabilité sur lequel on va revenir. Et les thématiques qui sont ressorties sont effectivement liées à ces obstacles. Donc l'obstacle à la progression, retard de promotion, la perte de poste, l'absence aussi d'accompagnement et puis les stéréotypes qui sont persistants. Donc le fait de se sentir une mauvaise mère, là où finalement les hommes, dès qu'ils parlent du fait qu'ils attendent un enfant, eh bien ils sont valorisés, que ce soit dans le monde professionnel ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, parmi les témoignages, il y en avait certains qui nous ont pas mal marqués. Donc, cette personne qui nous dit, j'annonce ma grossesse, je reviens, je n'ai plus mon bureau, je n'ai plus mon poste. J'ai caché ma grossesse pour ne pas risquer de perdre une embauche. Quelqu'un d'autre aussi qui nous dit, voilà, le jour où j'ai accouché, j'ai été virée de mon poste. Donc, vraiment, ce sont des femmes qui nous ont parlé de ces situations-là. Et nous, on était un peu choqués de faire ce constat. La maternité était également un point important que nous souhaitions aborder à travers notre questionnaire. Et donc, plus de la moitié, enfin près de la moitié des participantes estiment que leur maternité ou projet de maternité a freiné leur évolution professionnelle. Ça montre bien à combien la parentalité reste encore perçue comme un frein pour les femmes dans certaines structures. Un autre point marquant, 67% des répondantes disent ressentir très régulièrement une pression ou une culpabilité à devoir tout concilier. Donc, ces données soulignent bien la persistance de la charge mentale, qui est un obstacle impactant particulièrement les femmes. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, certains témoignages provenant du questionnaire reflétaient bien cette discrimination envers les femmes concernant leur maternité ou la possibilité de celle-ci. Par exemple, une participante rapporte que on lui avait dit « Je ne recrute plus de femmes entre 25 et 40 ans car elles tombent enceintes ». Une autre a été reléguée à un rôle d'assistante après son retour de congé maternité. Et après une demande de temps partiel pour l'accommoder, ça a été une lente dégradation de ses conditions de travail.
Une autre encore raconte que son chef s'est plaint auprès de ses collègues que c'était tout de même plus simple quand les mères arrêtaient de travailler devant elles, jeunes mères. Et justement, ça fait le lien avec la question aussi de la double peine, c'est-à-dire quand on est femme et quand on est mère. Tout à l'heure, je vous parlais de cette culpabilité face à l'absence au regard des collègues, mais aussi face à l'absence parfois dans des moments qu'on a envie de vivre avec son enfant et qu'elles n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'elles doivent se trouver dans certaines réunions ou déplacements et autres. Donc, cette double peine, finalement, accentue la fragilisation professionnelle et on a des conséquences. Il y a j'ai essayé un peu de condenser quelques éléments qu'on avait retrouvés, les répercussions psychologiques. Il y a une perte de confiance, solitude, sentiment d'injustice pour ces femmes qu'elle évoque aussi à plusieurs reprises. Et puis il y a un soutien institutionnel qui est insuffisant. Et vous allez voir après dans les actions, justement, on retrouve cet accompagnement qui semble être nécessaire pour ces femmes, que ce soit pendant leur grossesse, mais aussi après. Donc après qu'elles reviennent aussi de leur congé, chose qu'on n'a pas, et ben, vous voyez, parfois elles perdent même leur poste, donc on est vraiment loin d'être bien accompagné. Et puis aussi la transformation par contre personnelle. Alors ça, c'est un point positif parmi les négatifs qu'on a pu aussi constater. Elles nous disent parfois que malgré tout, elles évoquent que la maternité est un moment de recentrage et de maturation euh, pour elles. Donc elles le voient aussi comme étant quelque chose de positif, au-delà de leur carrière professionnelle. Si on devait donc faire une conclusion sur cette question du corps des femmes, qu'il s'agit de leur apparence, qu'il s'agit de maternité, ça reste un enjeu central de contrôle et de pouvoir, notamment dans les entreprises. Ces expériences traduisent un sexisme systémique, il est souvent subtil, tu le disais très bien tout à l'heure Aline, qui affecte la légitimité professionnelle, mais aussi la santé mentale de ces femmes. Et puis, les témoignages donc soulignent l'urgence de représenter les normes culturelles et organisationnelles qui encadrent le corps féminin au travail. Et le point plus important, et ça rejoigne quelque chose que j'avais remarqué moi-même sur mon terrain de recherche pendant ma thèse doctorale, c'est cette parole des femmes qui devient ici un levier de transformation. C'est-à-dire que les femmes appellent à faire du corps non seulement une espèce de contrainte, mais un espace de liberté et de reconnaissance. Et alors, pour la petite anecdote, pour faire le lien avec ce que j'avais effectué dans ma recherche, à un certain moment, j'ai essayé j'avais un peu créé une image avec un rectangle qui devait tout simplement représenter les entreprises, les institutions. Et puis, je disais que si les hommes, finalement, se sentent des carrés, vous voyez, un carré rentre facilement dans un rectangle quand on le remplit. Et donc, je disais, et si les femmes se sont des rangs, bah, ça voudrait dire qu'elles ont quand même plus de difficultés à rentrer dans un cadre qui a été fait par les hommes pour les hommes. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, notamment pour les toilettes, etc. Et donc finalement, quand on réfléchit, on sait vraiment qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles se sont agrandies, mais en quelque sorte, elles ne se sont jamais arrondies. Donc elles n'ont jamais consacré vraiment la prise de conscience concernant la présence physique, notamment des femmes. On va passer aux solutions, parce qu'on a bien parlé des problèmes. Mais les femmes ne nous ont pas parlé que de problèmes, elles nous ont parlé aussi des solutions, de propositions et de solutions qu'elles mettent en œuvre dans leur quotidien. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça "Les femmes passent à l'action". Parce que au-delà des inégalités, des discriminations, eh bien, elles nous ont évoqué toutes leurs stratégies. Et nous, on a choisi, en tout cas, de regarder ces stratégies pardon, sous deux angles, parce que ce sont souvent des solutions d'adaptation qui sont à la fois issues d'expériences personnelles et puis de dynamiques collectives. Donc, nous avons choisi de regarder tout ce qui relève de ce qu'on a appelé l'autolimitation des femmes, pas par choix, mais par presque obligation. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on a appelé solutions concrètes, parce qu'elles mettent en œuvre vraiment, au-delà des stratégies, des solutions extrêmement concrètes. Et nous, ça a été notre choix de dire, eh bien voilà, au lieu de proposer des solutions par en haut, eh bien, on va aller écouter ce que les femmes
nous disent des solutions qu'elles connaissent, qu'elles ont mises en œuvre ou en tout cas, qu'elles déploient. Voilà, et donc, ces solutions d'adaptation, voilà, nous, grâce à tout ce travail autour du champ lexical dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la fréquence de certains mots qu'on a pu calculer dans les témoignages, ça nous a permis de distinguer trois tendances. Une forme d'adaptation qu'on a appelée sociale et genrée. Ce sont des solutions d'adaptation qui sont centrées sur la position différenciée des femmes par rapport aux hommes. Deuxième thématique, l'adaptation, une adaptation plus pragmatique et qu'on a appelée cognitive. Les femmes font face souvent en cherchant à s'informer, à comprendre, à trouver des solutions aussi pratiques. Et puis, troisième type de solution qu'on a appelé des adaptations, on va dire, actives, volontaires, comportementales, qui évoquent une forme d'intériorisation des contraintes et qui va impliquer soit au choix une conformité aux règles, aux normes suivies par les autres, ou alors au contraire une volonté d'agir et presque des solutions proactives. Alors, premier, vous voyez, je vous avais dit, on a essayé de ranger ça dans deux catégories, auto-limitation et puis solutions concrètes. On avait envie de vous dire quelque chose de ces auto-limitations, parce que certaines femmes évoquent effectivement les limites qu'elles s'imposent à elles-mêmes, souvent par crainte d'être jugées, de ne pas se sentir légitime, pas être crédible, ou de ne pas pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, ces témoignages, ces discours traduisent des positions défensives, parfois inconscientes, qui vont souligner l'effet durable des normes et des pressions sociales sur les trajectoires individuelles. On s'aperçoit que l'auto-limitation, ça veut dire aussi que les femmes, pour beaucoup, commencent à se suradapter avant de chercher d'autres solutions, se suradaptent à des situations, à des codes, à des normes et à des habitudes qu'elles n'ont pas les moyens de changer. Alors là, je vais te donner la parole, Anna, parce que tu as quelque chose à préciser là-dessus par rapport à ta thèse. Merci Aline. Oui, effectivement, avec cette question d'autolimitation que moi-même j'avais retrouvée dans mon travail et que j'ai appelé voilà l'autoplafonnement, il y a quelques éléments. Donc, au départ, je montrais le titre de ma thèse. Il y a un concept de patchworking identitaire sur lequel j'avais travaillé et que j'avais justement conceptualisé pour dire les femmes, comme tu l'expliquais Aline, elles prennent un peu tout ce qu'elles ont autour d'elles pour survivre à certaines situations. Donc, elles font un peu avec ce qu'elles ont, voilà, avec les moyens du bord, on dirait. Et c'est vraiment cette idée un peu de patchworking identitaire, finalement, qui revient. Mais dans ma thèse et aussi dans cette recherche, j'aimerais bien mettre en avant l'idée que cette autolimitation est aussi la conséquence de, finalement, plusieurs facteurs limitants qui sont inculqués en fait, aux femmes depuis leur jeune âge. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup aussi de discours qui vont instrumentaliser en fait cette question d'autolimitation, d'avoir peur, de faire, etc., d'hésiter. Et ils vont dire, mais aujourd'hui, tout se passe très bien. Ce sont les femmes qui doivent se lever et prendre ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, il faut vraiment faire aussi attention à mener le discours avec les deux, finalement, facteurs. Et puis, voilà, par rapport à ça, après, peut-être on reviendra sur ça. Merci. Alors, dans les témoignages, eh bien, voilà, on en a retenu deux. D'auto-limitation, vous voyez qu'une femme qui parle de oui, alors sans doute, un point de vue qui est partagé peut ne pas être perçu de la même façon par un homme, si on est un homme ou une femme, mais je vous dis ça ayant moi-même du mal à prendre la parole pour dire quelque chose. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, vous voyez, bon, en fait, elle ne sait pas si c'est elle, si c'est le système. Et puis, ce deuxième témoignage, j'ai pas réussi à accepter des postes de management parce que j'avais un peu trop de parcours de PMA à mener en parallèle. C'était trop impliquant pour moi émotionnellement. Faire les deux, j'arrivais pas. Donc, je me suis auto-limitée pendant tout mon parcours. Et là, c'est une femme qui parle d'auto-limitation. Les données quantitatives,
Donc, suivant ce thème d'autolimitation, nous avons également observé que 73% des participantes au questionnaire ont déjà renoncé à une candidature ou une demande de promotion par manque de confiance ou par peur de ne pas être légitime. Enfin, 83% des femmes ont déclaré avoir déjà développé des stratégies personnelles pour faire face à des situations sexistes ou discriminatoires au travail. Cela souligne bien que malgré les difficultés, les femmes développent des stratégies de résilience. De plus, dans leurs témoignages, certaines sont revenues sur ce recours à l'autolimitation. Par exemple, on en a une qui dit qu'elle pense également que nous avons beaucoup de choses différentes des hommes. Et donc, par exemple, elle parle de ne pas postuler à une offre parce qu'on ne coche pas toutes les cases. Une autre relate sa propre expérience en racontant: il y a 2 ans, mon collègue partait, son poste m'intéressait, mais je venais de tomber enceinte et je me disais que ce n'était pas le moment de me stresser. De plus, je ne pensais pas avoir le niveau. Une participante explique même des démarches prises pour s'adapter à son environnement professionnel masculin, en prenant des cours pour descendre sa voix et avoir une voix plus grave et plus lente, puisque les voix aiguës, donc féminines, n'étaient que très peu prises au sérieux dans ce cadre. Alors, on passe aux solutions concrètes que nous, on a cherché. Ah, c'est à toi. Pardon, vas-y. Excusez-moi. C'était pas moi. Non, non, j'avais pas rien à dire, c'est à toi. Je t'en prie. Du coup, moi, je fais un pas en arrière pour expliquer une chose avant qu'on passe aux solutions concrètes. Tout à l'heure, tu as mentionné le terme empowerment par procuration. Ça, c'est un autre concept que j'avais pu justement conceptualiser dans mon travail de recherche et qu'on a pu aussi utiliser pour notre analyse, pour l'enquête, tout simplement parce que là, on parle aussi de femmes qui ont des postes importants d'un point de vue hiérarchique. Et donc, elles sont empowered, on va dire. Le pouvoir, elles l'ont. Sauf que ce pouvoir, souvent, donc, elles ont cette envie de changer la structure pour les femmes, de faire bouger les choses en quelque sorte, mais elles se retrouvent souvent, si vous voulez, elles doivent se contenter de bricoler une solution pour elles-mêmes. Et seulement ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet empowerment que moi je dis, c'est que par procuration. Ça veut dire que l'entreprise, à un certain moment, il y a un processus dans lequel elle rentre dans le schéma qui est finalement qui est mis en avant par la structure dans laquelle elle travaille. Et donc, on lui dit, on te donne ce pouvoir, mais attention à la manière dont tu vas l'utiliser. C'était vraiment ça l'idée que je voulais montrer aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'empowerment. Et d'ailleurs, je suis vraiment de l'avis qu'il faudrait arrêter peut-être de faire des formations pour l'empowerment des femmes, mais désempouvoirer un petit peu aussi les hommes, être dans un désempowerment probablement des hommes. Je pense que c'est quelque chose aussi dont on gagnerait. Enfin, pour passer à des actions du coup concrètes qu'elles nous ont dit, alors ce n'est pas exhaustif. Et dans le pacte qu'on va publier, il y aura bien évidemment toutes les autres solutions, toutes les actions aussi qui en découlent, qui vont être mentionnées. Là, ce qu'on a fait pour vous les présenter de manière un peu plus simplifiée, on les a partagées en solutions liées à l'accompagnement et des solutions liées à la structure. On a retenu dans quelques thématiques: sensibilisation, éducation, prévention, signalement et sécurité. Et puis pour la structure, prise en charge institutionnelle et managériale et autonomisation et exemplarité féminine. Alors, pour quelques exemples concernant donc l'action en lien avec l'accompagnement, je vais vous lire donc celle qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. On a conférence interactive dans les collèges et lycées sous forme de One Woman Show. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des filles qui ne se dirigent pas vers certaines filières parce que déjà elles savent très bien qu'elles vont pas être accueillies bien, et en plus parce qu'elles voient pas des rôles modèles finalement dans ces secteurs-là. Et puis l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge avec l'implication des pères et des parents et des pères. C'est en gras des pères, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de femmes qui nous ont parlé de ça et de ce manque finalement d'implication des parents, mais surtout des pères dans l'éducation des enfants, donc dans l'éducation à l'égalité. La déconstruction des stéréotypes sexistes dans l'éducation, encore une fois, et dans l'imaginaire collectif. Et puis la valorisation d'une masculinité positive et la responsabilisation des garçons. Pareil, ça c'est quelque chose au niveau du laboratoire de l'égalité, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes qui sont impliqués
sur ces questions-là et ça nous semble tout à fait normal parce que les droits des femmes, ce sont des droits humains et ça devrait concerner tout le monde. Mais parfois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Et puis, on a donc l'utilisation des réseaux sociaux pour sensibiliser au consentement, au féminisme, à l'égalité. Il y avait aussi d'autres thématiques qui sont revenues. Et les actions quotidiennes de résistance face au sexisme ordinaire. Alors ça, c'est très intéressant parce que parfois, elles nous ont dit, bah, j'aimerais bien savoir comment je dois répondre. J'aimerais bien savoir comment je devrais me comporter si mon responsable me fait un commentaire sur mon habillement ou autre devant les collègues. Eh bien, pour les témoignages, qu'est-ce qu'on pourrait... donc, dans le premier témoignage, on voit que la parité doit être aussi valorisée selon cette personne et formée sur le comportement du mansplaining. Encore une fois, c'est l'idée que les hommes vont expliquer aux femmes ce qu'elles doivent faire parce qu'ils pensent savoir mieux. Une autre aussi qui nous dit mettre en place des espaces de dialogue entre les hommes et les femmes sur ces questions-là. Ou encore mettre en place des cellules d'écoute extérieures à l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'avais constaté moi sur mon terrain, c'est le fait de ne pas être à l'aise parfois de discuter de ces sujets-là sur leur lieu de travail. Donc le fait aussi d'aller rechercher peut-être des groupes, etc., à l'extérieur, quitte à rencontrer d'autres femmes qui ont leur même statut, mais qui n'appartiennent pas à la même entreprise. Et puis, quelqu'un d'autre aussi qui nous dit, ah oui, donc elle me dit, voilà, exactement. Mais aussi, tu vois, on me dit, t'es bonne, t'es belle, t'es bien habillée aujourd'hui. Bah, je rétorque du tac au tac en disant, OK, juste, je me pose la question, est-ce que tu aurais fait la même remarque à un homme? Je suis sûre, je suis pas sûre. Alors, je refais à l'envers, on va voir comment ça se passe. Et ça, c'est de l'action, je dirais peut-être quotidienne. Donc, le fait de devoir aussi se retrouver un peu à challenger les personnes qui vont avoir des comportements sexistes et presque, je dirais, j'enlèverais le presque, reproduire le même schéma pour faire comprendre à la personne qui est en train d'avoir un comportement pas forcément correct. Alors, on va passer à la deuxième thématique qu'on a choisi de pointer, tout ce qu'on a appelé la structure. Et comme Anna, on a juste choisi quelques exemples, hein, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. La création de comités de pilotage, commissions dédiées à l'égalité, une politique RH et publique favorisant l'égalité professionnelle, des référents égalité pour informer, sensibiliser, signaler et alerter, du télétravail flexible et l'adaptation des missions selon les contraintes familiales, la valorisation des congés maternité, paternité, et encore une fois, vous voyez, ça revient assez souvent, l'implication des pères dans la parentalité, et puis la visibilisation et l'affirmation des compétences des femmes dans tous les métiers. Alors, quelques témoignages. Bah, là, bon, vous voyez, on va peut-être pas tout lire, mais c'est... là, par exemple, c'est sorti du questionnaire, donc il y avait toute une liste de propositions. Euh, voilà, si les hommes à responsabilité, commencer à comprendre que gérer sa carrière et ses enfants, c'est une force qui apporte des capacités d'écoute, d'adaptation et d'organisation. Et qu'il faudrait cesser d'exiger une disponibilité sans limite, aller au-devant de propositions d'évolution de carrière plutôt que de laisser les femmes se battre à armes inégales. Et là, c'était une réaction intéressante d'une femme qui a reçu une de ses collègues qui voulait la prévenir elle était à 3 mois de grossesse. Et elle lui a coupé la parole, elle lui a dit, c'est formidable, c'est une super nouvelle pour toi. On va faire en sorte que tout se déroule bien au sein de l'équipe. Et son commentaire, c'est un vrai défi managérial d'accueillir les grossesses, de faire en sorte que ce projet qui est normal, souhaitable, attendu, ne se traduise pas par une éviction de quelque nature que ce soit. Ça peut faire partie aussi des solutions que les femmes trouvent de changer elles-mêmes finalement la culture autour de ce qui concerne les femmes. Et puis là, voilà, on avait retenu encore quelques témoignages. Ah oui, ça c'était intéressant, c'est par rapport au tabou des règles. Une femme qui était en train de prendre la parole et puis qui a décidé d'en parler devant tout le monde parce qu'elle avait une tache sur son pantalon. Et elle dit, ça a été sympa parce que tout le monde a applaudi le geste. Après ça, je me suis sentie très puissante. Et ça m'a donné encore plus de force par rapport à tout ce qui touche au tabou des règles. Une femme qui raconte comment elle a réagi alors qu'elle rentrait dans un atelier et qu'elle a été sifflée. Elle s'est dit, OK, c'est mon premier jour, je sais que je reste au moins 3 mois. Si je fais rien, ça va être compliqué.
Elle fait demi-tour et elle dit excusez-moi, quelqu'un a perdu un chien? Alors on lui répond non, j'ai perdu ma chienne. Ben, ça, c'est intéressant. Et alors, je suis désolée, mais les animaux de compagnie sont interdits sur le site de production. Donc, la prochaine fois, je vous remercie de bien vouloir garder votre chienne dans votre voiture. Il faut avoir quand même assez. Hein, faut y aller hein, pour arriver à dire ça, mais bon, c'est fort. Hein. Et puis, une autre femme qui dit, je me suis changée, je me suis dit, bah maintenant, je me tiens droite. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, je m'avance et je n'attends plus au fond de l'atelier. Et elle dit que maintenant, lorsque une personne rentre dans l'atelier, la personne s'avance directement vers elle, même s'il y a 5 hommes euh, plus proches. Donc tout ça, ce sont des témoignages aussi de femmes qui ont finalement, sans doute, se sont suradaptées à un moment donné, puis à un moment donné, ont pris des décisions. Et à un moment donné, se sont positionnées. Et soit dans leur corps, soit dans leur réplique, soit, voyez, soit dans leur relationnel. Et elles posent un non. Elles posent un arrêt, un stop. Et c'est parce que enfin, ce sont ces stops individuels qui font avancer, mais qui ne font pas forcément avancer collectivement. Vous voyez, ce sont des solutions que les femmes ont le courage, hein, comme on disait, on parlait de résilience tout à l'heure, ont le courage de prendre seules pour elles-mêmes. Alors, un petit début de conclusion. En fait, ce que nous, on a eu envie de retenir de tout ça, c'est que ces témoignages euh, brossaient en quelque sorte un portrait euh, sans équivoque hein, du monde professionnel, où le corps féminin est traversé par des dynamiques de pouvoir, des jugements constants, des violences souvent intériorisées et normalisées, et que même si elles font preuve de résilience, et on le voit dans tous les témoignages, face à ces défis, il ne faut pas que cette résilience et toutes ces réactions formidables, en fait, hein, dont elles témoignent, masquent la nécessité urgente de déconstruire les structures et les mentalités qui perpétuent, en fait, ces inégalités. Et donc, nous, on pose une question, comment les organisations professionnelles et les entreprises, au-delà des discours, au-delà des grands discours, transforment concrètement la culture, leur culture, pour garantir la sécurité, le respect, l'équité pour les femmes. Peut-être tu voulais en dire quelque chose, ajouter quelque chose, Anna. Eh bien, peut-être qu'on peut aussi dire pourquoi on a fait cette enquête et quel est le souhait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous a présenté vraiment une partie de ce travail, mais notre souhait, c'était de tout finalement mettre dans un pacte qui va être publié le 15 novembre. Et son objectif est clair, donc offrir aux décideurs, aux décideuses politiques, économiques et sociaux un cadre d'action concret. Pour qu'elles puissent donc prendre connaissance déjà de ce qui se passe aujourd'hui et puis agir en s'appuyant sur des solutions, on s'est dit, qui viennent directement de la part des personnes qui vivent ça tous les jours. Et ça nous semblait vraiment important et j'espère que ce qu'on vous a montré ce soir vous amène aussi à réfléchir sur le sujet, mais peut-être que vous avez aussi d'autres choses à nous dire sur ça. Juste avant de donner la parole au public, peut-être remercier les femmes qui ont accepté de participer à cette enquête et qui ont partagé leur expérience, comme je disais tout à l'heure, parfois intime. À toutes vous, enfin, toutes et tous que vous êtes ici ce soir pour nous écouter et pour prolonger la réflexion, et bien sûr à toutes les personnes qui ont participé à ce groupe de travail. On a eu des moments de travail intense, mais il y a eu aussi des moments de rire, de fou rire, des échanges de projets. Il me semble à Lyon, dans l'hôtel le soir, dans le couloir, on avait fait un brainstorming de ce qu'on voulait faire après. Et spoiler, on voudrait vraiment amener ce sujet en réalité sur un plan supranational et voir ce qui se passe ailleurs, les best practices, mais aussi le vécu des femmes qui sont dans d'autres pays. On a eu la chance de recevoir des personnes qui venaient d'Allemagne et d'autres pays pendant les ateliers et ça nous a fait plaisir et ça nous a fait réfléchir. Peut-être les personnes qui ont participé au groupe, est-ce que vous pourriez nous rejoindre? Marina, Mathilde, Salomé, Cyrine. Je sais que vous détestez ça, mais j'aimerais bien que les gens puissent voir aussi les visages de celles qui ont participé à la réalisation de ce travail. Encore une fois, c'est un travail d'équipe et je me vois absolument pas, et bien évidemment Audrey, pardon, je me vois absolument pas prendre le mérite d'un excellent travail qui a eu lieu.
Et voilà, donc un grand merci à vous. On laisse la parole au public, mais si vous voulez prendre la parole par rapport à ce que vous avez vécu avec cette expérience ou quelque chose qui vous a marqué, je voudrais pas. Non. Ok. Elles vont me détester pendant longtemps. Est-ce qu'il y a des syndicalistes parmi nous? Non, mais peut-être qu'il y en a dans le public. Non, mais vous en avez rencontré, je veux dire, au-delà des contacts individuels. Est-ce que vous avez eu, en fait, effectivement, des analyses, des rapports avec ceux qui sont organisés collectivement et qui essaient de développer les politiques? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, je pourra aussi. Non, parce que D'accord. non, ils vont pas. Non. Excusez-moi. Non, je vous remercie pour cette présentation. Ma question, en fait, portait sur le fait, si vous voulez, ça fait quand même 50 ans qu'il y a un certain nombre de dispositifs, d'actions et de mobilisation, si vous voulez, y compris dans les entreprises et ailleurs. Et donc, est-ce que dans vos publics, vous avez rencontré des femmes engagées aussi ou des personnes qui sont, si vous voulez, des syndicalistes ou si vous voulez, un certain nombre de choses, si vous voulez, vous voyez, des personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet et donc qui donnent un regard autre. Hein, parce que là, ce sont des témoignages intéressants, si vous voulez, d'aujourd'hui, mais quand même, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être. Oui, je pense. Il y a d'autres questions, peut-être. Je peux peut-être déjà, juste si je peux me permettre, en fait, notre choix, ça a été de donner la parole aux femmes qui vivent dans les entreprises et qu'elles nous parlent de leur vécu. Ça pourrait, d'ailleurs, ça pourrait être un prolongement, pourquoi pas, de donner la parole à des femmes qui ont réfléchi sur la question, qui se mobilisent pour les autres femmes, qui ont, par exemple, comme vous le suggérez, madame, des positions particulières dans l'entreprise et notamment, pourquoi pas, syndicales. Vous voyez, en fait, ce travail de 2 ans, voilà, en fait, je me permets de le resituer parce que ça a été notre volonté d'aller voir les femmes et de leur proposer, de nous parler de leur vécu. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter que c'était très, très émouvant et très, très touchant de faire partie d'avoir ces femmes qui nous partageaient parfois des choses extrêmement intimes. Alors bien sûr, on avait des modalités de partage qui étaient en petits groupes et ça favorisait voilà, les confidences. Mais c'était très, très émouvant parce que souvent, elles nous partageaient des choses, même parfois certaines nous disaient qu'elles ne l'avaient jamais dit. Donc vous voyez, c'était ça que nous, on voulait. Oui. Merci Aline. Et puis peut-être quelque chose à rajouter. Encore une fois, c'était une continuité de ce que j'ai fait moi dans mon travail de recherche de thèse. Et moi, je m'étais rendu compte qu'il y a eu beaucoup de travaux dans le monde académique, notamment sur la question du plafond de verre. Et on avait beaucoup de données quantitatives. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller voir le vécu de ces femmes. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'elles ont dépassé ce plafond de verre? Donc vraiment, j'ai pu conceptualiser ce plafond de verre symbolique qui n'a pas été fait avant. Et je trouvais vraiment important de démontrer que peu importe le niveau hiérarchique, ces femmes ont toujours des vécus qui sont contaminés, je dirais, en fait, par des situations liées justement à des comportements sexistes, etc. Mais merci beaucoup, ça va être probablement fait peut-être après. D'autres questions, remarques? Bonjour à tous. Je suis co-gérante d'un cabinet de prévention des risques psychosociaux et des conflits. Et voilà, on intervient depuis 10 ans en fait dans les organisations. Donc, on réalise des diagnostics sur les risques psychosociaux, des enquêtes harcèlement, discrimination, etc. Je voulais vous remercier pour ce travail réalisé depuis 2 ans parce que ça fait totalement écho avec ce que l'on vit au quotidien, nous, dans les organisations. On en a accompagné un certain nombre dans tout secteur d'activité. Notre grand point d'interrogation, en fait, c'est comment, alors ça va faire écho avec votre conclusion,
mais comment en fait on fait de l'égalité une norme vivante et pas juste une injonction en fait légale. Ce qu'on entend souvent, c'est bah oui, c'est très bien, il y a eu un diagnostic qui a été fait, vous avez fait des préconisations, mais après, quand vous êtes parti, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comment on fait pour arriver à engager? Donc nous, c'est notre terrain du quotidien, mais c'est encore une grande interrogation et c'est un combat de tous les jours, en fait, parce que finalement, on se rend compte aussi que nous, quand on arrive, donc on arrive avec nos préconisations, alors, diagnostic qu'on a réalisé, restitution, etc. On arrive avec nos préconisations, plan d'action qu'on met en place. Et en fait, ce qu'on entend aussi, c'est une charge de travail supplémentaire. Et souvent, effectivement, les femmes sont très impliquées, mais derrière, ça rame. Et donc, charge de travail, charge mentale. Et voilà, et on est toujours dans ce questionnement de comment on engage en fait le collectif. Voilà, enfin, je voulais partager ce témoignage. Merci beaucoup. Ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que ces femmes avaient envie de partager, justement, de sortir de certains tabous et de pouvoir échanger autour de ces questions et de pouvoir continuer à en parler. Je pense que ça aide en quelque sorte. Mais lorsque j'avais travaillé sur ce sujet-là, je me rappelle très bien, ne serait-ce qu'avec mon directeur de recherche, il me disait, parle pas de certaines choses. Enfin, ça, c'est pas la peine que tu le cites. Et moi, j'ai vraiment pris cette position de me dire, je suis académique, mais je veux aussi être engagée en quelque sorte de mon travail et dire, la présence physique des femmes aujourd'hui n'est pas forcément prise en compte. En fait, les femmes, elles ont peur de parler de certaines maladies, certaines situations. On parlait de grossesse, etc. Mais on a aussi l'avortement. Et je pense que ça, c'est important. Donc, le moment où elles arrêtent en quelque sorte de laisser à la maison leur corps, c'est quelque chose qui doit être fait et normalisé presque. Oui, j'avais des. Oui, c'est bon? Non? Oui, Oui, bon. là, oui, là, c'est Oui, oui. J'avais remarqué sur l'analyse des difficultés des femmes, d'abord, sur le fait que vous parliez à juste titre des femmes en la maternité, mais il y a un autre moment où elles connaissent des difficultés, justement en lien avec les exigences d'apparence, c'est les femmes après 45-50 ans, quoi. Et vous ne les avez pas évoquées, quoi. Donc moi j'ai eu cette expérience concrète en animant une association sur la parité. On va y arriver les femmes à deux moments. À 30 ans, se poser la question est-ce que je peux avoir des enfants en faisant carrière? Et puis on les voyait arriver à 45 ans parce qu'elles étaient en voie d'être licenciées ou elles sortent souvent reconvertissaient d'ailleurs en coach. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier ces femmes-là. Donc, deuxièmement, j'ai une question, j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être une régression. J'ai en tête le rapport qui avait été fait par Brigitte Grésy, ça doit faire 6-7 ans justement sur la parité entreprise, où elle disait finalement que les hommes avaient peur, en fait, des actions menées en matière d'égalité et se réfugiaient derrière les petites et grandes écoles. Donc, vous n'évoquez pas du tout cette peur qu'ont les hommes. Alors, est-ce que ça a disparu? Donc, du coup, il y a une régression, comme on voit sur d'autres domaines, quoi, voilà. Et puis, d'autre part, effectivement, en termes de solutions, bon, c'est des solutions individuelles. Vous avez évoqué des perspectives collectives à travers des réseaux. À un moment donné, il y a eu beaucoup de groupes, de réseaux de femmes dans l'entreprise. Vous ne les avez pas évoqués comme est-ce que ça a disparu? Parce que c'est vrai qu'elles avaient beaucoup de difficultés à aboutir à des actions concrètes parce qu'elles n'étaient pas présentes dans les instances de décision plus collectives. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors déjà, comme je disais, on l'a dit toutes les deux, je pense, le fait que c'était pas exhaustif et qu'il y avait aussi d'autres propositions qui vont être présentes dans le pacte certainement, concernant la période de la ménopause et des femmes qui ont plus de 45 ans. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pris en considération dans mon travail parce que je l'avais remarqué. Là, à l'occurrence, dans l'échantillon qu'on avait eu, ne nous a pas permis forcément de réfléchir sur cette question-là. Cependant, moi, je trouvais très intéressant que, ne serait-ce que d'un point de vue académique, on parle de socialisation primaire, donc quand on est tout petit, socialisation secondaire, et je suis allée voir pour la socialisation tertiaire, et là, il n'y a que l'accompagnement des personnes seniors pour quitter leur travail. Et en fait, je lui ai dit, et tout le reste de leur vie, tout ce qui change en fait au niveau de leur corps, et ça, vraiment, ce sont vraiment les nœuds phénoménologiques dont elle parle aussi, Camille Freud-Vomitry. Et je pense que c'est important aussi à reprendre
ça comme discours et à expliquer qu'il y a un changement corporel qui implique aussi un changement social, un regard des autres qui change, etc. Donc, vous avez tout à fait raison, mais là, à l'occurrence, on n'avait pas forcément eu le public qui nous permettait d'analyser ça. Voilà. Oui, et puis je rajouterais aussi que j'ai participé aussi, j'ai écouté aussi les témoignages des femmes. Par exemple, la ménopause, parler de ménopause et des inconvénients de la ménopause dans le cadre professionnel, je crois qu'on n'y est pas encore. Donc en fait, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que c'était très très émouvant parce que certaines femmes nous partageaient certaines situations très intimes, la question de la ménopause n'est pas encore une question qu'on partage. Ça, c'est encore, c'est très très récent. Vous voyez? Donc voilà, je faisais juste cette aparté parce qu'on a eu, bien sûr, on a eu des femmes de plus de 50 ans, bien entendu, hein. Ça, c'était la première chose qui me venait. Vous parliez de est-ce que la peur des hommes, en fait, on n'en sait rien, puisque nous, on n'a eu que les témoignages des femmes. Vous voyez, à chaque fois, elles auraient pu l'exprimer, mais en fait, là, on les a incitées, ou on les a invitées, plus exactement, à exprimer leur vécu. Alors, bien sûr, elles ont exprimé des choses sur le plan émotionnel, mais ça les concerne, elles. Et bon, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais, peut-être tu voulais rajouter quelque chose? Je pense qu'elles ont mentionné aussi à un certain moment, parce que pareil, dans mon terrain, j'avais remarqué ça, l'effet de groupe. Donc, l'idée de Boys Club qui continue quand même aujourd'hui à malheureusement exister. Et pas mal de fois, ces femmes disaient, bah, dans mon groupe ou dans le secteur dans lequel je travaille, il n'y a pas forcément ce comportement parce que dès qu'il y a quelqu'un qui déconne, entre guillemets, on va le remettre à sa place et on va lui dire, on parle pas comme ça, etc. Mais si on est dans un groupe où il y a la deuxième personne, la troisième, la quatrième qui va rigoler sur ça, et ben souvent, ce sont les femmes qui vont elles-mêmes rigoler de la blague sexiste qui a été faite envers elles. Donc voilà, on est encore là. Juste pour ajouter, dans notre questionnaire, c'était pareil, quelque chose qui revenait beaucoup, la question du Boys Club et ce manque de sororité en fait au sein de leur lieu de travail pour se soutenir et pour pouvoir faire face à cette majorité parfois numérique, mais parfois juste au niveau du comportement. Donc oui, c'est quelque chose qui revenait quand même pas mal. Il y a eu, oui, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un avant, mais je ne sais pas. J'avais pas vu. Merci. Ma question porte sur l'un des axes d'amélioration pour traiter ce sujet. Vous avez parlé de prévention. Est-ce que vous connaissez actuellement des associations qui œuvrent dans des écoles justement pour faire de la prévention là-dessus? C'était ma question et peut-être que ça rejoint une des solutions par rapport au cabinet, c'est-à-dire faire en sorte que ça devienne non plus une injonction, mais une norme sociale finalement de cette déconstruction. Bah, si je peux répondre rapidement, oui, il y en a un et le laboratoire de l'égalité en fait partie. On a travaillé sur l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai même pu faire intervenir justement Cyrine Khadri qui est ici et Aline aussi était intervenue lors d'un cours en fait magistral avec moi en tant qu'enseignante et c'était en sociologie de la jeunesse et il y a eu vraiment des discussions concernant la manière dont les jeunes rentrent dans le monde professionnel, mais ils rentrent aussi avec toutes les idées qu'ils ont, tout leur bagage finalement culturel, de réflexion aussi, qui peuvent être sexistes parfois. Mais cette déconstruction ne doit pas être faite à l'université, doit être faite bien avant. C'est ce qu'on avait démontré et c'est ce qu'on aimerait aussi commencer à faire. Exactement. Oui. Non, on a aussi travaillé justement sur, puisque là on était sur des étudiants et des étudiantes, et le sujet de l'orientation professionnelle se joue bien avant. Donc on a travaillé aussi, et là on est en train de professionnaliser sur un jeu justement autour de la mixité des métiers, qui est un des enjeux majeurs. Et donc, on a fait un premier prototype avec des lycéens et des lycéennes pour parler comme eux, parce que souvent on parle à leur place, mais on leur dit des choses qu'ils comprennent pas ou qui sont vraiment complètement théoriques.
pour ces populations-là. Donc, on a essayé de faire quelque chose avec eux et là, on est en train justement de professionnaliser ce jeu, de le numériser aussi pour qu'il soit diffusable au plus grand nombre et pouvoir justement intervenir le plus tôt possible dans les choix professionnels. Oui, bonsoir. Merci, c'est très intéressant comme institution. J'avais un petit peu plutôt une remarque, en fait, plus qu'une question. Je rejoignais Madame, enfin la question est dans les réponses, dans l'accompagnement des femmes dans la vie professionnelle, il y a évidemment les réseaux. Vous savez que j'en ai une main dans la technologie qui est pas dominée par le masculin. La sororité, évidemment, mais il y a également le mentorat. Et par contre, je voulais vous faire part juste d'un témoignage parce que la semaine dernière, j'étais au Sénat avec Femmes avec sur la parole de la femme. Je m'en avais parlé par téléphone. Donc, la voix de la femme est très peu reconnue dans l'espace professionnel. Et j'avais été très étonnée de la contribution d'une avocate qui est très connue elle a pu défendre les victimes de Gérard Depardieu. Elle s'est faite copieusement infériorisée par l'intégralité du tribunal pendant le jury, au vu et au su de tout le monde. Et donc, à la fin de la séance, vu que c'était son témoignage qui m'avait le plus percuté, je lui dis, mais l'ordre des avocates, de facto, je le sais d'expérience puisque je les ai côtoyées, est extrêmement féminin. Donc, c'est une filière à 90% plus féminine. Et les instances dirigeantes sont masculines. Et cette femme, qui a pignon sur rue et qui est très bonne dans ce qu'elle fait, hein, a répondu, même dans l'ordre de la justice, le code utilisé est patriarcal et masculin, voire même sexiste. Je le dis, je le fais vraiment volontairement parce que moi, ça m'appelle. Hein. Lors d'une autre manifestation auquel j'assiste, puisque je suis devenue moi-même spécialiste du sexisme ordinaire dans la tech, et des différences qui freinent les progressions des carrières des femmes, lors d'une autre manifestation, j'ai eu une autre avocate très haut placée qui m'a commenté les dires et la façon de faire de l'ancien ministre de la Justice, parce que je pense qu'il n'est plus là, Dupond-Moretti, que tout le monde connaît. Bah, je vais pas répéter les propos. Hein. Je vais pas répéter les propos. Elle m'a dit, il est alcoolique et ordurier. Quand il parle aux femmes, voilà. Donc, je vais finir sur une autre anecdote, mais uniquement parce qu'elle m'a choquée. Pareil, une vraie anecdote, toujours le procès donc, de Pardieu avec l'avocate. Muriel Réus, qui est à la tête de Femmes avec, une organisation puissante puisqu'elle a elle-même un média, décide, en plus elle est colonel de gendarmerie, d'aller voir le plus haut niveau de la justice suite aux propos qui ont été tenus et de la discrimination systématique à l'avocate qui défendait sa victime, d'accord? Elle va donc exprimer son étonnement que personne ne mette un petit peu de rigueur dans les propos échangés qui visent à discriminer systématiquement la voix de l'avocate. Elle a une voix de crécelle, parlez plus fort, on ne vous entend pas. Et donc, elle y va. Et là, Muriel Réus a été couette parce qu'il lui a été répondu, mais si vous êtes dans un poulailler, madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je suis désolée, hein, j'ai peut-être eu trop de choses entendues, mais je voulais vous dire, le réseau des femmes, c'est très important, mais comment on change la donne et comment on renverse la table dans un ordre qui est féminin, l'ordre de la justice. Et je peux vous dire que les femmes, elles sont nombreuses hein, à faire des choses pro bono pour défendre des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et on en est là en France, il y a quand même un backlash. Et moi, j'arrive pas à comprendre cette histoire de on renverse pas la table d'un code masculin. C'est aussi pour ça que nous avons proposé dans les solutions que nous avons été chercher dans les témoignages des femmes, tout ce qui concernait ce qu'on a appelé l'accompagnement et tout ce qui concernait la structure. Et les femmes nomment qu'il y a des choses à changer dans les structures même. Et que si ça ne change pas au niveau structurel,
leurs solutions à elles, y compris individuelles, peuvent pas changer grand-chose. Hein, c'est pour ça là, on vous a montré seulement certaines solutions parce que voilà, ça aurait duré trop longtemps. Mais dans le pacte, on nommera beaucoup plus de solutions qu'elle propose. Et dedans, il y a bien le repérage qu'il faut changer les choses au niveau structurel. Parce que de l'autre côté, au niveau de tout ce que nous, on a nommé l'accompagnement, eh bien, c'est des solutions ponctuelles, des solutions individuelles qui permettent de s'adapter, qui permettent de continuer, mais qui ne changent pas vraiment la donne en profondeur. Voilà ce qui me venait. Moi, j'avais une question sur les spécificités éventuelles sur ce qui se passe au-dessus du plafond de verre, parce que les femmes que vous avez rencontrées, vous en parlez de leur vécu, mais sans forcément se limiter à leur vécu depuis qu'elles sont dirigeantes. Et donc, est-ce que, avec de très gros guillemets, au-dessus du plafond de verre, on est juste sur les mêmes schémas qu'en dessous, ou est-ce qu'il y a des spécificités vraiment réelles? Par rapport au questionnaire, justement, on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui parlaient du moment où les femmes devenaient dirigeantes ou alors leurs supérieures et qui adoptaient un comportement très masculin et donc qui se retournaient contre elles, justement. Donc c'est vrai que c'est un peu comme si elles, pour s'adapter à leur environnement, elles sont obligées de se fondre dans la masse et de retourner contre les autres femmes au lieu de changer la donne, alors qu'elles pourraient peut-être y participer à leur position. Oui, on pourra peut-être échanger sur ça tout à l'heure. Effectivement, dans mon travail en particulier, je m'étais focalisée sur ces femmes-là. Et tout à l'heure, je parlais de l'empowerment par procuration. Et bien, dans le processus où on obtient cet empowerment, on finit par reproduire le status quo de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et donc, finalement, elles vont intérioriser. Alors, moi, je suis arrivée à avoir des idéotypes. Et il y a certaines caractéristiques que j'ai regroupées sous le nom de caméléon. Donc, ce sont les femmes qui vont avoir des comportements d'un point de vue physique, de vouloir vraiment ressembler aux hommes. Tout à l'heure, on parlait des codes vestimentaires. On arrive jusqu'à changer sa voix, le choix de parfum. Donc, vraiment, ça va de tout. Et puis, ce sont les femmes qui vont reproduire les mêmes comportements sexistes ou qui vont être dans le syndrome de la reine des abeilles. Donc, effectivement, pour répondre un petit peu à la question aussi, il y a certaines femmes qui me disaient, c'est bien d'être nombreuses, mais il faut que toutes les femmes soient d'accord aussi sur vouloir obtenir ça. Alors que finalement, on a l'impression que même quand il y a plusieurs femmes qui souhaitent, enfin, qui sont présentes dans un secteur, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes d'accord pour qu'elles changent des choses. Parce qu'on arrive aussi à les convaincre que c'est très bien comme ça, puisque elle a obtenu le pouvoir et le salaire qui va avec, etc. Oui, moi j'ai été très frappée justement par le fait que en dessous ou au-dessus du plafond de verre, en fait, les vécus sont les mêmes. Et dans les ateliers, alors moi j'étais sur Lyon, dans les ateliers, en fait, on a eu des témoignages qui montrent bien qu'en fait, alors tu parlais de peur des hommes tout à l'heure, bah, ils ont peur en dessous, mais ceux qui sont au-dessus, ils n'ont pas particulièrement peur en fait. Donc globalement, ils font front. Et donc, tous ces comportements insidieux de sexisme ordinaire, en fait, en haut du plafond de verre, c'est pas forcément mieux, au contraire. Parce que déjà, il y a moins de femmes. Donc là, pour le coup, même numériquement, ils ne font pas le poids. Et même si effectivement, il y a eu quand même énormément de progrès, énormément de choses qui sont mises en place dans les entreprises en termes de mesures, de suivi, portées aussi au niveau syndical, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont portées de façon structurelle sur l'ensemble des populations, mais pas tellement sur les cas dirigeants, en fait. Parce que globalement, alors effectivement, déjà, on s'intéresse à la masse en se disant, bah, il faut quand même qu'on puisse favoriser des carrières féminines. On parle beaucoup d'égalité des salaires, mais souvent, on oublie dans la partie égalité des salaires le fait que ben, il y a peu de femmes aussi dans les gros salaires. Donc, on focalise un peu moins
dans les politiques et notamment dans ce qui est porté aussi au niveau syndical, on se concentre sur déjà la base de ce qu'il y a à mettre en œuvre. Et effectivement, ça pèse assez peu quand même sur ce qui se passe en haut. Et c'est assez peu étudié d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, c'est de se dire, bah, oui, on fait plein de choses, mais tant qu'on ne change pas le haut, en fait, on a l'habitude de dire que le poisson pourrit par la tête. Si la tête ne change pas en fait de comportement, de façon de fonctionner, etc., il n'y a aucune raison que les politiques, même très vertueuses, puissent réellement s'inscrire et arriver à irriguer l'ensemble de l'organisation. Et puis, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ce dont témoignent les femmes, c'est leur surprise. C'est la surprise qu'elles ont que, au-delà du plafond de verre, c'est la même chose. Parce qu'en fait, les femmes, elles disent, en fait, nous, on croyait qu'une fois que, ça y est, on avait des postes voilà, dans la hiérarchie, ce serait terminé. Et en fait, ça me semble très important. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Aline, ça n'est pas un sujet qui est étudié, voilà, qui est prioritaire, et d'où l'importance de ton travail, Anna. Et c'est aussi une telle surprise, un tel choc pour certaines femmes, que elles vont l'absorber. Vous voyez, parce qu'en fait, elles ne peuvent pas en faire quelque chose de ça. C'est un peu la réaction d'un témoignage où une femme disait, et on fait comment dans ces cas-là? Et on est censé réagir comment? Mais en fait, il y a pas de règle, on ne sait pas. Et puis, l'autre élément, moi, qui me venait, je ne sais pas si vous connaissez l'avocate Céline Alix, hein, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Merci, mais non merci. Vous le connaissez? C'est un excellent livre. Et en fait, elle avait étudié pourquoi les jeunes femmes surdiplômées et qui arrivaient à un certain niveau de hiérarchie dans les organisations professionnelles s'en allaient. Et s'en allaient pourquoi? Pour créer leur propre boîte et avec des femmes. Et en fait, elle avait vraiment étudié ça de façon très, très, très précise. Et notamment, elle disait que c'était des femmes qui, globalement, étaient nées entre le milieu des années 60, 70, enfin, milieu des années 60 et les années 80. Et en fait, elle disait un truc super intéressant. Elle disait qu'en fait, ces femmes-là, elles avaient été éduquées notamment par leur père avec l'idée qu'elles avaient les mêmes droits que les garçons. Et que les pères, ils étaient persuadés de ça. Et que quand elles étaient arrivées dans le monde du travail, le choc. Parce qu'en fait, elles s'étaient rendues compte que ce n'était pas vrai du tout. Et que c'est doublement le choc, hein, c'est l'électrochoc presque, parce qu'en fait, simplement, bah, moi j'ai le même droit que tout le monde, pof, j'y vais et puis je mets la même énergie. Et en fait, j'arrive et je vois la catastrophe que c'est. Et en fait, elle disait, bah oui, il y a toute une génération de femmes, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais qui finalement préfèrent quitter l'entreprise, d'où la fuite entre guillemets, des cerveaux féminins et des jeunes femmes, c'est-à-dire 30-35 ans, parce qu'elles disaient, bah oui, bah, c'est le moment où en plus on va m'en vouloir de vouloir faire des enfants. Et puis en plus, quand je vais avoir des enfants, bah, moi je vais vouloir adapter un peu mon emploi du temps et ce ne sera pas possible. Allez, on prend les copines, on va faire une petite boîte, ça marche vachement bien, on est super efficace, et puis ciao l'entreprise. Et c'est un problème pour l'entreprise. Voilà. Bon. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous demandiez si c'était toujours le cas. Je suis fondatrice et présidente d'un collectif féminin. Et donc, en fait, c'est essentiellement des femmes qui étaient en entreprise et qui décident de quitter soit parce qu'elles ont un enfant, soit parce qu'on arrive vers la quarantaine et on se dit, bah, c'est pas ça que je veux faire, de continuer de travailler à ce rythme-là et que le rythme en entreprise n'est pas adapté. Donc là, dans mon asso, on est une cinquantaine et on est toutes en reconversion, en fait. Voilà, Ah, merci. pour pouvoir adapter justement Eh oui. son rythme de vie à notre spécificité. Et on voit combien la non prise en compte de la réalité, d'accord, du vécu des femmes prive l'entreprise d'une richesse infinie, en fait, et prive presque l'entreprise de solutions d'égalité, d'équité et puis de présence des femmes, Oui, tout simplement. C'est dommage, parce que toutes les femmes sont en train de partir de l'entreprise et on a intérêt à... Enfin, les entreprises ont intérêt à Bah oui. s'adapter, parce que sinon, ça va être compliqué. C'est ça. Oui, dans le rapport de Brigitte Grasy que j'évoquais,
elle évoquait aussi ses départs de l'entreprise parce que les femmes s'y retrouvaient pas en fait. Soit elles créaient effectivement leur entreprise, soit elles partaient à l'international. Elles prenaient des voies parallèles, mais bon, selon elles, elles revenaient quand même. Finalement, elles avaient une reconnaissance par l'extérieur. Elles l'avaient pas par l'intérieur, mais elles l'avaient par l'extérieur, quoi. Donc certaines apparemment revenaient quand même. Alors certainement à des très très hauts niveaux. Vous voyez, et qui peuvent. Bon, vas-y. Oui, parce que je réfléchis aussi à ce que je disais tout à l'heure, quand on veut obtenir le pouvoir pour en faire quelque chose, mais finalement, dans le processus de l'obtention de ce pouvoir, on l'incarne. Et donc, finalement, on se retrouve face à une malaise. Et c'est là où je parle de patchworking identitaire, parce que elles se disent, bon, bah, je peux pas changer les choses. Quitte à ne pas les changer, bah, soit je pars. Donc, on a aussi la question de l'opting out, ou alors je vais essayer de trouver une solution pour ma situation à moi. Et là, elle peut aussi la trouver en se disant, non, mais je suis très bien comme ça, je peux aussi incarner ce rôle qui est demandé. Et c'est là aussi où j'ai voulu parler de neutralité masculine, qu'on prétend être neutre, mais qui ne l'est absolument pas. Mais qu'aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui est vraiment ancré, je dirais, dans la mentalité des femmes quand elles rentrent déjà dans le monde professionnel. Ce n'est que maintenant qu'on commence à se dire, j'existe, je veux exister tel que je suis, je n'ai pas envie de camoufler ma présence, je n'ai pas envie de modifier ma voix et j'ai envie d'apporter tout simplement ma connaissance et mon expertise. Mais bon, espérons que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Et juste pour répondre à ta question, les entreprises, parfois, elles le savent très bien, mais elles font semblant de ne pas savoir. Ou encore pire, un autre concept aussi que j'ai vraiment voulu analyser et sur lequel j'ai travaillé, c'était le ticket misogyne. C'est-à-dire qu'on va justifier des comportements misogynes parce que le monsieur en question, bah, il a une expertise qui est fondamentale pour l'entreprise. Donc, on n'a pas vu, mais voilà. Mais on le sait. C'est un peu une sorte, Exactement. pratique d'agression. Oui. Les personnes responsabilité n'étaient pas mis à l'écart parce qu'elles avaient une compétence technique, quoi. Ils avaient besoin. C'est ça. Je pense que... Je voudrais apporter des petits compléments à tout ce que vous avez dit, parce que je travaille sur le sujet depuis 2 ans. J'ai reçu un choc aux assises de la parité en 2023. Et comme j'avais travaillé sur leadership dans un monde, on va dire, complexe et incertain, j'ai voulu m'intéresser aux femmes. Et alors, j'ai lu plein de choses sur les femmes. Et Céline a dit que ça allait juste génial. Et elle dit notamment, elle était effarée que voir dans les codires, qu'en fait, on parlait de tout et de rien et pas vraiment de solutions à apporter aux entreprises. Et cette notion de pouvoir au masculin en mode domination, soumission, insupportable. Il y a aussi Elise Fabing, là, qui est l'avocate qui a traité le problème de harcèlement. Et s'il y a un conseil à retenir de tout ça, c'est, mesdames, ne laissez pas le harcèlement s'installer. Réagissez très vite, très très vite en prenant des témoignages. C'est hyper important. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Jill Whitty Collins, Les femmes travaillent, les hommes triomphent. Comment on se fait avoir par la théorie du parapluie, où les hommes savent très bien se rendre visibles, et nous, on pense qu'on doit faire notre job, et même avec des résultats excellents, on n'est pas récompensé, et on voit des gens moins compétents que nous passer devant. Donc, c'est tous ces éléments-là, moi, ce que j'appelle, ce qui a été en fait en réalisant ce que je faisais depuis 2 ans, c'est tous les implicites que nous ne connaissons pas. Et le fait aussi, il y a un autre article de l'HBR, l'Harvard Business Review, qui m'a beaucoup marqué, qui nous pénalise, nous les femmes. Alors, il y a des mots qui nous auto-sabotent, hein. Style merci et pardon tout le temps. Alors, merci pardon d'exister et merci pour tout. Et puis surtout, le pouvoir de la parole, comment les groupes d'hommes fonctionnent et comment les groupes de femmes fonctionnent. C'est grosso modo à l'opposé. Et quand une femme parle avec un homme, elle ne coche pas les critères de la compétence qui sont des critères subjectifs masculins. Et résultat, elle est considérée comme incompétente et pas digne de confiance. Donc, c'est tous ces éléments-là qui devraient, enfin, moi, si ça vous intéresse, que j'ai répertorié, pardon, et qui je voudrais partager au plus grand nombre. Parce que quand on n'a pas les codes, nous les femmes, on s'auto-sabote, on est invisibilisés. Et en plus de ça, par moments, on s'invisibilise merveilleusement soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui. Écoutez, alors merci beaucoup hein, pour voilà, votre présence, votre intérêt. Voilà, c'est vraiment passionnant. On peut tout à fait